Le millionnaire se sentait invincible. Pour Ricardo Valente, le pouvoir n'était pas seulement l'argent, c'était la domination, c'était regarder quelqu'un dans les yeux et le faire baisser la tête. Pendant des années, il avait cru que le monde fonctionnait ainsi. Celui qui avait le plus commandait, celui qui avait le moins obéissait, et ce matin-là, il était décidé à le rappeler à tout le monde, une fois de plus. La salle de réunion au 38e étage de la tour Valente reflétait exactement qui il était. Des vitres du sol au plafond, du marbre importé, des fauteuils en cuir italien et une longue table noire qui coûtait plus cher que la maison de la plupart des employés assis là. Dehors, São Paulo pulsait en contrebas, distante, petite, insignifiante pour celui qui se sentait au-dessus de tout. 23 personnes attendaient en silence. La climatisation refroidissait la peau, mais ce n'était pas cela qui provoquait les frissons. C'était la certitude que Ricardo allait arriver. Quand la porte s'ouvrit, le bruit sec résonna comme un avertissement. Ricardo entra sans saluer personne. Costume bleu parfaitement ajusté, montre suisse brillant sous la lumière blanche, regard dur, mâchoire serrée. Il jeta son porte-documents en cuir sur la table avec force, faisant sursauter certains cadres dans leurs fauteuils. Il marcha lentement jusqu'au bout de la table, observant chaque visage, chaque regard évité, chaque respiration retenue. « Quelqu'un ici peut-il m'expliquer comment nous avons perdu 2 contrats d'affilée » demanda-t-il, la voix basse, contrôlée, dangereuse. Personne ne répondit. Il commença à faire le tour de la table, comme un prédateur évaluant des proies fatiguées. Il s'arrêta derrière Laetitia, directrice financière, qui serra les mains sur ses genoux. « Toi, Laetitia, à part des excuses, qu'as-tu exactement livré ce trimestre ?» La femme tenta de répondre, mais Ricardo l'interrompit d'un geste sec. « Les efforts ne m'intéressent pas. Les résultats m'intéressent. » L'humiliation suivait comme un rituel connu. Personne ne se défendait. Personne n'osait réagir. Jusqu'à ce que Ricardo s'arrête soudainement. Ses yeux se fixèrent sur l'extrémité de la table, près de la porte. Une femme était assise là. Posture droite, vêtements trop simples pour cet environnement. Chemisier blanc sans marque, pantalon noir ordinaire, chaussures usées mais propres. Les cheveux attachés de manière pratique. Aucun bijou, aucun symbole de statut. Elle observait tout en silence, sans peur, sans soumission. Ricardo fronça les sourcils, gêné. « Toi » dit-il en pointant du doigt. « Qui es-tu »« Je m'appelle Anna » répondit-elle, d'une voix calme. Ricardo pencha la tête, l'analysant comme on évalue quelque chose qui est hors de place. « Anna, sais-tu où tu es ?»« Oui » répondit-elle sans changer de ton. Certains cadres échangèrent des regards tendus. Ricardo fit un pas en avant. « Alors explique-moi comment quelqu'un trouve acceptable d'entrer dans une réunion de ce niveau habillé comme ça. »« Mes vêtements sont propres, » dit Anna, « et adaptés pour travailler. » Ricardo laissa échapper un rire bref, chargé de mépris. « Adapté. Ici, ce n'est ni un service public, ni une ONG. Ici, c'est une corporation milliardaire. Les gens ici représentent l'image, le pouvoir, l'autorité. » Anna maintint son regard ferme. L'autorité ne vient pas des vêtements. Le silence tomba lourdement sur la salle. Ricardo devint rouge. Il s'approcha davantage, envahissant son espace. « Écoute bien, » dit-il d'un ton bas. « Des gens comme toi ne sont ici que parce que quelqu'un l'a permis, et c'est moi qui décide qui a sa place ici. » L'un des directeurs tenta d'intervenir, mais Ricardo le fit taire d'un regard. « Dans quel secteur travailles-tu » demanda-t-il à Anna. « Dans tous » répondit-elle. Certaines personnes retinrent leur souffle. Ricardo sourit de côté, ironique. « J'ai compris. Sous-traitante. Nettoyage, gestion immobilière. »« Quelque chose comme ça, » dit Anna. Ricardo se tourna, prit un verre d'eau sur la table d'appoint et revint vers elle. « Alors, je vais t'apprendre quelque chose d'important, » dit-il. Dans ce monde, l'apparence définit le respect. Sans avertissement, il versa l'eau sur la table devant elle, éparpillant les papiers et mouillant le simple cahier qu'Anna utilisait pour prendre des notes. « Maintenant, nettoie, » ordonna-t-il. « Et la prochaine fois, apprends à t'habiller pour l'endroit où tu mets les pieds. » Certains rirent nerveusement, d'autres détournèrent le regard, honteux. Anna regarda le cahier mouillé, puis Ricardo. Elle ne pleura pas, elle ne se leva pas. Elle inspira simplement profondément.
Tu as toujours confondu peur et respect, Ricardo, dit-elle calmement. Son sourire disparut. Qu'as-tu dit? Anna se leva lentement. J'ai dit que les gens ici ne te respectent pas. Ils ont peur de toi. Ricardo sentit un frisson étrange lui monter le long de l'échine. Tu ne sais pas à qui tu parles. Si, je sais, répondit Anna. À un homme qui a construit beaucoup, mais qui a oublié pourquoi il avait commencé. La salle était dans un silence absolu. Ça suffit, explosa Ricardo. Sécurité, rien ne se passa. Personne n'entra. Anna marcha jusqu'au bout de la table et posa la main sur le marbre. Cette entreprise, dit-elle, a été fondée avec l'argent que mon père a investi quand personne ne croyait en toi. Ricardo pâlit. C'est une blague? Anna ouvrit son sac simple et en sortit un document. Acte de contrôle actionnarial. Je suis l'actionnaire majoritaire depuis sa mort. Et à partir d'aujourd'hui, ta permanence en tant que PDG sera évaluée. Les téléphones portables commencèrent à vibrer. Messages entrants. Regards qui se croisaient. Ricardo sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu es la propriétaire ?»« Oui, » répondit Anna. « Et tu viens de me montrer qui tu es vraiment. » Elle se tourna vers les autres. La réunion est terminée. Ricardo resta immobile, incapable de réagir, tandis que tous se levaient en silence, le laissant seul dans cette salle qu'il dominait auparavant. Ricardo resta seul dans la salle pendant de longues secondes, incapable de bouger. Son reflet dans la vitre montrait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un homme petit. Pas petit physiquement, mais dénudé de tout ce qui le faisait se sentir grand. La porte se ferma derrière le dernier cadre et le silence devint assourdissant. Le téléphone de Ricardo commença à vibrer sur la table, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Messages, notifications, appels manqués. Il ne répondit à aucun. Il marcha jusqu'à la fenêtre, appuya les mains sur la vitre froide et observa la ville en contrebas, essayant de retrouver le contrôle qu'il avait toujours cru éternel. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. 2 avocats entrèrent, accompagnés d'Anna. Elle ne semblait pas nerveuse. Il n'y avait pas de colère sur son visage, seulement de la fermeté. « Ricardo, » dit-elle, « nous devons parler. »« Nous n'avons rien à nous dire, » répondit-il, essayant de garder une voix ferme. « Si, nous avons, et tu le sais. » Elle s'assit au bout de la table, la place qui avait toujours été la sienne. Les avocats restèrent debout, silencieux. Ricardo sentit l'humiliation qu'il avait si souvent imposée aux autres se retourner contre lui comme un miroir cruel. « Le conseil sera informé aujourd'hui même, » continua Anna. « La vidéo de la réunion circule déjà en interne. Certains employés l'ont enregistrée. » Ricardo ferma les yeux un instant. « Tu as monté tout ça. »« Non, tu l'as fait tout seul. » Elle fit glisser une tablette sur la table. À l'écran, la vidéo de lui en train de l'humilier. Les commentaires apparaissaient déjà. Indignation, choc, révolte. Son nom associé à des mots qu'il avait toujours méprisés. Abus, arrogance, tyrannie. « Tu as toujours traité les gens comme des objets, » dit Anna. « Aujourd'hui, tu l'as fait avec moi. La différence, c'est que je n'avais pas à l'accepter. » Ricardo rit, nerveux. « Tu veux de l'argent? Du contrôle? Je peux négocier. » Anna se pencha légèrement en avant. « Tu n'as encore rien compris. » Elle se leva. « Tu es suspendu de la présidence à partir de maintenant. » Les avocats confirmèrent d'un hochement discret. Ricardo sentit l'air lui manquer. « C'est illégal. »« C'est dans le contrat que tu as toi-même rédigé, » répondit Anna. « Clause de conduite éthique. Ironique, n'est-ce pas ?» Le téléphone de Ricardo sonna. C'était le président du conseil. Il répondit, les mains tremblantes. « Ricardo, la décision est unanime, » dit la voix à l'autre bout. « Tu seras enquêté. Nous devons protéger l'entreprise. » La communication coupa. Ricardo laissa le téléphone glisser de sa main. Anna observait en silence, sans plaisir, sans vengeance. « J'ai construit tout ça, » murmura-t-il. « Non, » répondit-elle. « Tu as construit une image. Les autres ont construit le reste. » Elle marcha jusqu'à la porte. « À partir d'aujourd'hui, tu répondras des conséquences. » Et elle sortit. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard. Conseil juridique, communiqué officiel, actions qui chutaient, actualités qui surgissaient. Le PDG est écarté,
après avoir humilié une employée qui était en réalité la propriétaire de l'entreprise. Ricardo rentra chez lui plus tôt, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. L'appartement de luxe semblait trop vide. Le silence le dérangeait plus que n'importe quel cri. Le soir, sa femme Elena arriva. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle posa simplement un dossier sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sachant déjà la réponse. « Divorce. À cause d'une vidéo ?» Elle le regarda dans les yeux. « À cause de 30 ans de mépris. » Il tenta de s'approcher, mais elle recula d'un pas. « Aujourd'hui, quand je t'ai vu parler à cette femme, j'ai vu qui tu as toujours été avec moi. » Elle partit. Ricardo s'assit sur le canapé, immobile, tandis que le monde qu'il avait construit commençait à s'effondrer. Dans les jours qui suivirent, tout empira. Enquête, audit, anciennes plaintes qui ressurgissaient, employés qui parlaient, procès, comptes bloqués. Le nom Valente devint synonyme de honte. Ricardo fut convoqué, jugé, condamné, non seulement par la justice, mais par l'opinion publique. Des mois plus tard, il ne portait plus de costume coûteux. Il vivait dans un petit appartement. Il prenait le bus. Il effectuait des heures de travaux d'intérêt général dans un réfectoire social, ironiquement dans le même quartier où sa mère avait demandé de l'aide quand il était enfant. Il nettoyait les tables, lavait la vaisselle, servait les repas. Au début, il ressentait de la haine, de la honte, ensuite de la fatigue. Et puis quelque chose de différent commença à naître, une perception douloureuse, mais réelle. Un jour, en nettoyant une table, il renversa de l'eau sans le vouloir. Il se figea. Le souvenir revint. La réunion, l'humiliation, le regard d'Anna. Il s'agenouilla et nettoya l'eau avec soin, comme s'il nettoyait quelque chose de sacré. « Ça va », dit une voix. Il leva les yeux. C'était Anna. Elle était là, simple, aidant comme bénévole. Il n'y avait pas d'accusation dans ses yeux. « Je ne suis pas venu t'humilier », dit-elle. « Je suis venu voir si tu apprenais. » Ricardo déglutit. « J'ai été cruel. »« Oui, et j'ai tout perdu. »« Tu as perdu ce qui t'empêchait de voir, » répondit-elle. Il inspira profondément. « Je ne sais pas s'il existe une rédemption pour moi. » Anna posa une assiette de nourriture devant lui. « Il existe la responsabilité. Le reste vient après. » Ils mangèrent en silence. Pour la première fois, Ricardo ne se sentit ni supérieur ni inférieur, seulement humain. Quand Anna se leva pour partir, il demanda « Pourquoi ne m'as-tu pas détruit complètement ?» Elle répondit sans se retourner « Parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'écraser. » Ricardo resta là, tenant l'assiette simple, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. Pas la paix, pas le soulagement, mais la vérité. Et cela changea tout. Des mois plus tard, Ricardo ne cherchait plus les applaudissements, ni le pardon. Il continuait à servir, à écouter, à apprendre. Anna dirigeait l'entreprise avec une fermeté silencieuse, sans jamais le mentionner. Un jour, Ricardo comprit. La plus grande chute n'avait pas été de perdre le poste, mais de perdre le masque. Il avait humilié parce qu'il pensait que le pouvoir était la hauteur, alors qu'il était la profondeur. En reconnaissant qui il était, il cessa de prétendre être ce qu'il n'était pas. Et ainsi, sans projecteur, il commença à reconstruire quelque chose de rare. Pas un empire, mais un homme entier, conscient, assez petit pour enfin être vrai. Il apprit que la dignité naît du service quotidien, non de la peur imposée aux autres.